Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Et on commence la semaine avec une édition spéciale au VPL entièrement consacrée ce soir aux suites de cet acte 18 des Gilets jaunes qui marque encore un tournant. D'abord la réponse de l'exécutif aux violences de samedi. Nouvelle série d'annonces cet après-midi par Édouard Philippe. Lieu interdit de manifestation dont les Champs-Élysées. Plus grande autonomie donnée aux forces de l'ordre. Drones, vidéos, augmentation des contraventions en cas de participation à une manif interdite. Et puis du changement à la tête de la préfecture de police de Paris. Tout cela est-il suffisant, efficace? C'est l'une des questions ce soir, mais il y en a d'autres d'ordre politique. Emmanuel Macron a donné un permis de casser aux casseurs, nous dit Bruno Retailleau. Quelle responsabilité de l'exécutif dans cet épisode? La polémique politique autour du LBD a-t-elle affaibli nos forces de l'ordre? Enfin, viennent se mêler à tout cela, il faut le dire, les photos de Christophe Castaner en boîte de nuit et celles du président sur les pistes de ski à la Mongie, dévastateur en termes d'image. Emmanuel Macron a-t-il perdu en une journée tout le capital du grand débat national? Voilà toutes les questions que nous allons poser à nos invités ce soir. Elles sont nombreuses. Je vous les présente dans un instant. D'abord, ce sujet de Jordan Klein sur les annonces du jour. Les événements de samedi dernier sur les Champs-Élysées sont intolérables. Voilà les mots prononcés cet après-midi par le Premier ministre Édouard Philippe, qui admet des dysfonctionnements dans le dispositif policier mis en place. Mais face aux casseurs, l'exécutif veut faire preuve de fermeté. Dès samedi prochain, et chaque fois qu'il le faudra, nous interdirons les manifestations se revendiquant des Gilets jaunes dans les quartiers qui ont été les plus touchés, dès lors que nous aurons connaissance de la présence d'éléments ultras et de leur volonté de casser. Je pense bien évidemment aux Champs-Élysées à Paris, à la place Péberlan à Bordeaux, à la place du Capitole à Toulouse. Le Premier ministre a précisé que l'amende pour participation à une manifestation non autorisée sera augmentée, sans préciser son nouveau montant. Pour les prochains samedis, des moyens supplémentaires seront mis en œuvre, comme l'utilisation de drones pour filmer les rassemblements. J'ai demandé à ce que le maintien de l'ordre soit réorganisé, en accordant une plus grande autonomie aux forces sur le terrain, qui doivent être, à Paris, placées sous un commandement unifié et dotées d'une large capacité d'initiative. En transformant, c'est le deuxième point, les détachements d'action rapide en unités anticasseurs, dotés d'une capacité de dispersion et d'interpellation pouvant être engagées dès les premiers troubles. Enfin, une tête tombe à la direction de la préfecture de police de Paris. Michel Delpuech sera remplacé par Didier Lallemand dès mercredi. C'est lui qui aura en charge l'encadrement des manifestations futures dans la capitale. Demain, le gouvernement recevra également les maires de Bordeaux, Toulouse et Paris pour faire un point avec eux sur les mobilisations à venir. Et avec nous pour le grand débat spécial d'OVPL ce soir, Floran Vadillo, bonsoir. Bonsoir. Président du think tank L'Éthérie, docteur en sciences politiques, chercheur et enseignant à Sciences Po. Nicolas Tenzer, bonsoir. Bonsoir. Politologue, président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Arnaud Benedetti, bonsoir et bienvenue Bonsoir. à vous également, professeur associé en histoire de la communication à la Sorbonne, rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire. Isabelle Veyrat-Masson, bienvenue à vous également, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS. Et Stanislas Gaudon, bonsoir, secrétaire national du syndicat Alliance Police Nationale. Merci à tous les 5 d'être ici. Interdire de manifester sur les champs, utiliser des drones, de la vidéo, changer de préfet de police. Stanislas Gaudon, que pensez-vous de toutes ces nouvelles mesures annoncées cet après-midi par Édouard Philippe? Écoutez, si on peut saluer le discours de fermeté, oui. Sur les arrêtés d'interdiction, nous sommes un peu dubitatifs parce que nous avions demandé déjà depuis ce matin à ce que cette contravention soit transformée en un délit afin que nous ayons des moyens de coercition, notamment à l'encontre des individus qui vont à l'encontre des arrêtés d'interdiction ou qui organisent notamment ou qui participent à des rassemblements de manifestations non autorisés. Ensuite, sur l'utilisation des moyens matériels, oui, mais avant, il faudra déjà donner les bonnes cartouches de LBD à nos collègues policiers, ce qui n'a pas été le cas samedi, en plus notamment des consignes qui ont été données pour ne pas utiliser le lanceur de balles de défense. Alors, et on y voit ce que ça a reviendra donné. sur cette affaire de LBD qui est vraiment un chapitre à part entière. On y reviendra dans quelques secondes sur cette interdiction de manifester sur les Champs-Élysées. Ça vous paraît pertinent ou finalement ils iront ailleurs? Alors, vous savez, dès le 1er décembre, nous avions dit que c'était une très mauvaise idée de créer cette fan zone des Champs-Élysées. Ce qui a été d'ailleurs le départ d'un climat quasiment insurrectionnel. Pourquoi? Parce qu'une fan zone des Champs-Élysées avec 20 rues adjacentes, ça mobilise des forces
en très grand nombre, en statique. Et d'ailleurs, on s'est retrouvé à Place de l'Étoile avec seulement 4 unités qui devaient gérer des individus qui, évidemment, ne sont pas rentrés dans la fan zone, puisqu'ils ne voulaient pas se soumettre aux palpations et aux fouilles, notamment de sécurité. C'est bien sûr, puisqu'ils avaient du liquide inflammable, des marteaux, des boules de pétanque, des pavés, et tout objet qui pouvait servir notamment de projectile. Nicolas Tenzer, on a déjà entendu évidemment quelques réactions politiques, dont celle de Roger Carucci, qui nous dit tout ça pour ça ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la réaction du Premier ministre était quand même assez équilibrée. Il n'est pas question d'interdire les manifestations. Je pense que d'ailleurs, constitutionnellement, légalement, c'eût été complètement inacceptable. Maintenant, il y a eu des dysfonctionnements graves qu'il a parfaitement reconnus, et il faut essayer de manière pragmatique, parce qu'on a quand même des individus qui sont, je dirais pas tous complètement nouveaux, mais enfin qui ont des modes d'action assez spécifiques qu'on n'avait pas vu avec cette ampleur, surtout dans d'autres manifestations. Il faut essayer de les gérer. Et je pense que déjà, le fait qu'on puisse appliquer la loi et qu'en particulier toutes les interdictions soient sanctionnées, que dès le début, on puisse appréhender ces individus ultra-violents, tout ceci va nécessairement dans le bon sens. C'est ce qu'il fallait faire. Et il faut évidemment que l'on puisse repérer tous ces individus. Et c'est pour ça que la question des drones, la question aussi des films, du repérage de tous ceux qui ont commis des délits, gadget, voire des crimes comme un incendie. Non, écoutez, je crois qu'il faudra voir dans l'application. Je pense que là, encore une fois, il est trop tôt pour savoir. Je pense que c'est l'expérience qui va démontrer est-ce que c'est vraiment efficace ou non. Floran Vadillo, vous diriez que c'est équilibré ou vous craignez une sorte de virage sécuritaire, vous? Non, le virage sécuritaire, il a déjà été amorcé avec la loi anti-casseurs, qui n'est pas encore promulguée puisqu'elle est à l'examen du Conseil constitutionnel, avec au demeurant des dispositifs qui ne datent pas du seul gouvernement Philippe, qui ont été amorcés au moment de l'état d'urgence et de cette sortie de l'état d'urgence qui consistait en fait à le transcrire dans le droit commun. Donc c'est assez désarmant pour le gouvernement cette situation, parce que l'arsenal juridique, sauf quelques effectivement amodiations sur l'amende pour participation à une manifestation non autorisée, tout ça, en fait, il y a assez peu de marge de manœuvre pour le gouvernement. Et donc, c'est d'autant plus étonnant que la communication se centre sur le Premier ministre qui annonce des mesures techniciennes dont on aurait pu imaginer qu'elles étaient du ressort d'un préfet, du préfet de police qu'ils ont décidé de remplacer. Il fallait frapper fort, il fallait que ce soit dans la bouche du Premier ministre. Mais je m'interroge. Est-ce que le discours de gadget, dans le sens de la technique de maintien de l'ordre, doit être dans la bouche du Premier ministre ou dans celle du ministre de l'Intérieur qui était à ses côtés? La réponse est une réponse qui, à mon avis, n'est pas maîtrisée ni politiquement, ni administrativement, ni même tactiquement. Et donc, c'est quand même surprenant d'exposer autant le Premier ministre, de laisser dans l'ombre un ministre de l'Intérieur extrêmement affaibli après cette semaine particulière. Je trouve que l'épisode est quand même mal géré, mais je n'incrimine pas véritablement le pouvoir politique pour ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées. Isabelle Veyrat-Masson. Alors, moi, je remarque qu'il y a 3 types de mesures qui sont prises. Il y a des mesures tout simplement d'augmentation des moyens. Je crois que ça avait été réclamé. On voit bien qu'on va dépenser un peu plus d'argent, les drones, les vidéos. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas d'annonce. Non, mais il y a un petit peu quand même une augmentation des moyens. Il y a un changement de stratégie, plus de réactivité, plus d'autonomie. Et puis, assez peu de mesures coercitives, assez peu de mesures liées à la répression, à part une augmentation des contraventions. Oui, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit plus répressif. Je pense, parce qu'on voit bien que cette interdiction, parce qu'il y a quand même aussi des mesures de communication, en particulier l'interdiction de manifester, qui, à mon avis, n'est qu'une mesure de communication, même si on voit bien que ça sur peut les avoir Champs-Élysées, vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va empêcher les Gilets jaunes et les autres de venir? La première manifestation sur les Champs-Élysées était déjà interdite, enfin, n'était pas autorisée. Comme vous avez... Donc, je pense que c'est une mesure probablement aussi que ça va permettre de poser plus de contraventions. Oui, un peu de coercition. Mais dans l'ensemble, on ne peut pas dire qu'on est passé d'un état de droit à un état répressif. De toute façon, chacun sait que... Enfin, il y a plein de gens qui osent déclarer que nous vivons dans une dictature. Et donc, on voit bien que cette question qui est à la fois les accusations de violence, de grande violence, et puis les accusations au contraire de laisser aller, cette espèce de double bind qu'on demande à un gouvernement ou qu'on accuse le gouvernement, et n'est pas réglée par les mesures qui sont prises. Arnaud Benedetti, vous êtes d'accord? Le gouvernement n'est pas tombé dans l'excès finalement. Non, mais le problème, si vous voulez, le problème, c'est la relation du gouvernement à la maîtrise et au maintien de l'ordre public. C'est qu'on voit bien que la question du maintien de l'ordre public a été un enjeu extrêmement fort dans sa gestion de la crise des Gilets jaunes depuis finalement 3 mois. C'est-à-dire considérer que finalement les désordres que pouvaient créer les
manifestation des Gilets jaunes était un élément qui allait, d'une certaine manière, permettre aussi de reconquérir une partie de l'opinion publique, ce qui était le cas, puisqu'on a vu que dans les études d'opinion, finalement, Emmanuel Macron a pu un peu desserrer les taux, parce qu'une partie de l'opinion publique, plutôt conservatrice, légaliste, légitimiste, finalement, lui a fait crédit de son action dans ce domaine-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça se retourne un peu contre lui. Le week-end qui s'est passé, la dernière mobilisation de samedi, fait que les gens qui sont extrêmement fermes sur la question de l'ordre public peuvent considérer que finalement l'État a été assez impuissant pour prendre les mesures anticipatrices, coercitives qui évitent finalement les débordements auxquels on a assisté sur les Champs-Élysées et ailleurs. Donc le gouvernement est sur une ligne de crête. En plus, il faut quand même clairement dire que la communication de l'exécutif depuis le week-end n'a pas été vraisemblablement de nature à rassurer une partie de l'opinion publique. Vous posez la question de la doctrine française en matière de maintien de l'ordre. Faut-il la revoir? Édouard Philippe parle de renforcer la fermeté. Je vous en rappelle juste le principe chez nous. Il repose sur une mise à distance des manifestants avec différents dispositifs d'éloignement, comme les grenades lacrymogènes, entre autres. Dans d'autres pays européens, ça se passe un peu différemment. Et je voudrais juste vous les lister en quelques secondes et je vous poserai la question, Stanislas Gaudon. En Belgique, c'est priorité à la désescalade. On évite l'affrontement au maximum par la négociation et le compromis. Politique de désescalade en Allemagne également, doctrine fondée sur la psychologie des foules. Concrètement, on trouve dans les manifs des véhicules avec des haut-parleurs et des écrans pour informer cette foule. En Suède, aux Pays-Bas, on met aussi l'accent sur la communication avec les protestataires. Il y a même des agents de liaison qui sont présents dans chaque manifestation. Et puis, il y a le Royaume-Uni qui suit la doctrine du kettling, ce qu'on traduit par encagement. Les forces de l'ordre encerclent un groupe de personnes dans un endroit précis pour l'isoler du reste de la manifestation. Stanislas Gaudon, est-ce que la France doit revoir sa propre doctrine en matière de maintien de l'ordre et peut-être s'inspirer des autres pays européens? D'abord, il faudrait qu'elle soit mise en application telle qu'elle est prévue. D'abord, il faut renforcer les compagnies républicaines de sécurité. Actuellement, il manque 1000 effectifs. Et pourquoi ça a un impact, les effectifs? Parce qu'en fait, actuellement, des compagnies républicaines de sécurité ne peuvent pas fonctionner à 4 sections. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas se morceler en 2. Déjà, c'est le premier point. Ensuite, vous parliez des pays européens. Alors, c'est très intéressant, les pays européens. Parce qu'on parle de la désescalade. Sauf que la désescalade, elle ne marche pas avec les Black Blocs. Jurisprudence, juillet 2017, G20. Il n'y a pas de Black Blocs ailleurs? En Allemagne? Bien sûr qu'il y en a. Mais regardez des séquences dans les autres pays européens de la désescalade avec les Black Blocs, ça ne marche pas. Vous avez les mêmes climats, les mêmes vidéos d'insurrection, on casse tout, on attaque les forces de sécurité, il n'y a absolument pas de réussite dans la désescalade. Vous parliez du kettling. Le kettling, c'est ce qu'on appelle l'encagement ou le nassage, qui a été utilisé notamment pendant la manif pour tous, qui est plutôt efficace. Et il faut savoir que le défenseur des droits nous a demandé de ne pas l'utiliser. Encore une fois. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est une mesure coercitive, trop longue, mesure privative de liberté. Mais notamment. Globalement, est-ce qu'il ne faut pas juste donner la priorité au dialogue? Voilà ce qui se ressort de cette cartographie européenne. Enfin, c'est surréaliste. Comment on peut comment on peut discuter avec des gens qui vous jettent des pavés de 2 kilos à la figure? C'est un peu compliqué. Je ne parle pas des manifestants qui viennent de manière totalement, je dirais, pacifique, qui déclarent leur manifestation avec un service d'ordre, où d'ailleurs il y a des interlocuteurs. Et on l'a bien vu ces dernières semaines. Ça se passait plutôt bien, à part au moment de la dispersion. C'est vrai, il faut le reconnaître, c'est toujours un moment un peu délicat. Donc je crois que la doctrine du maintien d'ordre, elle doit évoluer. Oui, elle a évolué notamment le 8 décembre, mais il faut le reconnaître, parce que tout le monde ne le sait pas. Mais les unités de maintien de l'ordre n'ont pas pour vocation à procéder à des interpellations. C'est pas leur cœur de métier. Ils rétablissent l'ordre public. Et c'est pour ça qu'on a accouplé, je dirais, des unités plus légères, plus mobiles, qui sont spécialisées notamment dans la violence urbaine et qui peuvent, elles, procéder à des interpellations. Et c'est ça qu'il faut coordonner, c'est ça qu'il faut mettre en avant notamment. En tout cas, j'entends qu'il faut la revoir, hein, Floran Vadillo. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ce débat-là. Il se trouve que, pardon pour faire 30 secondes d'autopromotion, à l'Éthérie, le 15 novembre, on avait publié un long rapport sur la modernisation du maintien de l'ordre à la française. Parce que si pendant 20 ans, le maintien de l'ordre à la française a été un modèle, force est de constater qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et je pense qu'il y a un problème de relation à la population. Et c'est pour ça que les questions de désescalade sont intéressantes. Non pas qu'on doive changer de doctrine pour employer celle des autres, mais il faut s'en inspirer. On le voit trop souvent dans le dialogue entre les organisateurs, les participants et les forces de l'ordre. Il y a une incompréhension. Il n'y a pas d'usage, par exemple, des nouveaux moyens numériques qui sont permis. Ensuite, on a un maintien de l'ordre qui est quand même assez violent.
On le voit, il y a un rapport de force qui s'instaure dès le début. Exactement. On n'arrive pas à des morts, contrairement à d'autres pays, mais on arrive néanmoins à des blessures, chez les forces de l'ordre comme chez les manifestants. Donc cela interroge. Et enfin, dernier point, il y a une question de moyens. Aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que les CRS sont employés dans les 2 tiers du temps à autre chose que du maintien de l'ordre. On les utilise pour l'immigration clandestine, pour la sécurité publique, les gardes statiques, etc. Donc on a aujourd'hui non seulement des CRS qui sont exsangues par des politiques de réduction d'emploi de 2007 à 2012 qui n'ont pas pu être compensées et qui en plus font tout autre chose. Et enfin, dernier point, il ne faut pas confondre la question du maintien de l'ordre et la question de la violence en bande organisée. Parce que vous avez une gestion du maintien de l'ordre et vous devez aussi pouvoir basculer sur la répression de la violence en bande organisée. C'est ce qui s'est passé ce samedi. Et donc, il y a un arsenal juridique extrêmement complexe, extrêmement précis. La seule difficulté, c'est la collecte de preuves. Donc, il faut réfléchir à la manière dont, dans le maintien de l'ordre, on peut collecter des preuves pour appréhender des personnes, les judiciariser et éviter que les juges ne les condamnent. La vidéo pour ça ? La vidéo, les drones, les techniques de renseignement. Les marquages. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en œuvre pour que le juge puisse prononcer une peine qui soit fondée sur des éléments de preuve. C'est aujourd'hui ça le problème. On met trop sur le maintien de l'ordre, pas assez sur la collecte de preuves. Allez-y. Juste quand même, pour parler de l'appareil judiciaire, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. Nous, on procède à des interpellations sur des manifestations non déclarées. Donc, quand il y a appel à dispersion, lorsqu'il y a trouble à l'ordre public, ça s'appelle un attroupement. Et quand on est à visage dissimulé et qu'on est en plus armé, c'est passible de 5 ans d'emprisonnement. Et ça ne se passe jamais. Il faut savoir qu'aucun parquet n'a retenu, à l'heure où je vous parle, le motif de l'attroupement. Faute de preuve. Donc là, non, pas faute de preuve. Non, pas faute de preuve. Parce que si vous m'expliquez que depuis le 17 novembre, on n'a pas assisté à des attroupements, là, ça veut dire que effectivement, je ne comprends rien à l'attroupement. Je crois qu'il faut vraiment revenir à la raison. C'est pas une question de procédure, c'est une question de reclassification. Et évidemment, c'est plus facile de dire groupement en vue de commettre des violences, d'ailleurs qui sont attaqués par les avocats, parce qu'on nous dit, oui, mais c'est une arrestation préventive, c'est en prévision d'eux, ce n'est pas fondé. Donc c'est encore plus, je dirais, dans l'insécurité juridique que ces procédures sont notamment amenées au parquet. Ça vient aussi de la nature des gilets jaunes et de ces catégories de gilets jaunes qui va se battre. C'est-à-dire que mettre 5 ans de prison à un jeune crétin, même si c'est un sale crétin, mais qui est un peu trop pris un peu d'alcool, pris du cannabis, comme on l'a vu aux dernières... C'est-à-dire qu'il y a un caractère inédit de on connaît un peu, mais ce ne sont pas des voyous, ce ne sont pas des assassins, ce ne sont pas des droits communs qui vont venir casser. Ce sont des imbéciles, ce sont des adolescents mal débourrés. Il faut les punir, mais on voit bien que mettre 5 ans de prison à un crétin, ça va lui mettre sa vie en l'air. Moi, j'entendais quelqu'un qui disait « Manifester, c'est un droit, réfléchir, c'est un devoir ». C'est la procureure qui disait ça à un de ces crétins à qui on n'a pas envie de mettre 5 ans de prison. Donc c'est vraiment compliqué, cette question des gilets jaunes et d'ordre public. La violence est-elle finalement payante? Je vous pose la question parce que la question revient sur le tapis. Beaucoup pensaient le mouvement en voie d'extinction et il a fallu cette casse pour provoquer une réaction immédiate de l'exécutif. Je vous rappelle Édouard Philippe sur les Champs-Élysées, réunion de crise à Matignon qui a d'ailleurs très vite admis des dysfonctionnements, un retour précipité du président de son week-end à la montagne. Maintenant c'est terminé, aurait-il dit à ses équipes. Et avec tout cela, une couverture médiatique extrêmement importante, disons-le. Nicolas Tenzer, la conclusion c'est quoi? C'est qu'effectivement la violence fait réagir? La violence, elle fait réagir dans le sens qu'elle oblige, je dirais, l'exécutif à prendre un certain nombre de dispositions. Ce qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui... Il y a quelque chose de malheureux et de contradictoire. Sauf qu'on a vu aujourd'hui, c'est aussi un certain nombre de personnes, et Édouard Philippe y a fait allusion de manière assez discrète, mais quand même assez claire, il y a quand même des gens qui incitent à la violence. Et tout ceci est totalement punissable. Il a parlé de personnalité entre guillemets. Et tout ceci est encore une fois punissable. Quand on voit un certain nombre de vidéos de gilets jaunes, ou de gens qui revêtent des chasubles jaunes, et qui disent oui mais finalement ça paye, on est content, Paris a tremblé, c'est très bien, etc. Ce sont quand même des choses qui sont inadmissibles. Et je pense qu'il y a un certain moment où la délégitimation de la violence doit être une priorité absolument non négociable des pouvoirs publics. Et qu'à partir de ce moment-là, il est très important vis-à-vis de l'opinion publique que les peines soient totalement
appliquée dans leur intégralité, de manière exemplaire, pour ceux qui se sont livrés à des actes, encore une fois, de violence, ou qui sont des responsables qui ont incité à la violence. Et là, on n'est pas dans la catégorie, effectivement, du petit imbécile, effectivement, qui se met dans un attroupement et qui n'a jamais rien fait avant et qui, pour une fois, effectivement, lance un pavé. Mais on est dans le cadre d'individus qui sont des individus radicalisés, que l'on connaît, et qui ont la violence on a des fichiers, voilà, pour objectif. Et là, il n'est pas question, effectivement, ça c'est une question de base, d'accorder la moindre, disons, remise de peine, et je pense qu'il faut être totalement clair. Mais encore une fois, la délégitimation du discours de la violence est tout à fait fondamentale, et je pense qu'il y a un vrai sujet politique, parce que derrière aussi toutes ces manifestations et derrière cette incitation à la violence, il y a des gens pour lesquels il y a une idéologie de la violence, une violence même de l'idéologie qui est radicale. Quand on appelle à l'insurrection, quand on appelle au renversement du gouvernement, quand on insulte le président de la République, quoi qu'on pense de sa politique par ailleurs, ce qui est tout à fait autre chose, eh bien on est sur cette violence-là. Arnaud Benedetti. Oui, alors je partage ce que dit Nicolas Tenzer, c'est qu'il y a aujourd'hui dans la société un sentiment qui s'est installé de moindre acceptabilité des institutions qui fait que, in fine, nous avons des phénomènes de violence qui tendent à se généraliser. Mais le problème, si vous voulez, il faut avoir la mémoire de la crise, et même la mémoire récente de la crise, c'est que les premiers succès obtenus par les Gilets jaunes l'ont été après des mobilisations extrêmement violentes, du fait non pas de la violence, mais parce que le gouvernement a mis beaucoup de temps à répondre à ce qui était la revendication initiale, il ne faut jamais l'oublier, qui était une revendication initiale de suppression pour aller... Non, mais même pas de pouvoir d'achat, c'était la taxe carbone qui a quand même mis le feu aux poudres, si je puis dire. Et le temps qui a été perdu par le gouvernement a fait que ce mouvement, non seulement a pu croître, a pu s'installer, a pu durer et a manifesté dans un certain nombre d'actes, des actes de violence. Et c'est bien après, justement, ces actes de violence que le gouvernement a répondu. Donc il a donné le sentiment que la violence pouvait être payante et pouvait être finalement un moyen de faire avancer une cause. Et parmi les explications ou justifications avancées par l'exécutif après ce samedi noir, il y a effectivement l'usage des LBD. On va y venir, Stanislas Gaudon. Ces armes qui ont tant fait polémique ont, semble-t-il, été moins utilisées ou utilisées différemment samedi dernier. Laurent Nunez ce matin, puis Édouard Philippe cet après-midi, tous les deux avec des mots différents, pointent un dysfonctionnement peut-être lié à la polémique politique. Écoutez. On a eu beaucoup moins de tirs de LBD. Est-ce que c'est parce qu'on a eu un travail de sape, et je pèse mes mots, un travail de sape, qui a conduit peut-être les fonctionnaires de police et de gendarmerie à plus de retenue ? La polémique sur les LBD, dites-vous, aurait pu affaiblir les forces de l'ordre ? Bien sûr, on a constaté que les policiers et les gendarmes étaient dans une grande retenue, alors même qu'il n'y avait pas d'instruction. Les polémiques sur l'usage des lanceurs de balles de défense ont conduit à ce que des consignes inappropriées soient passées pour réduire leur usage. Stanislas Gaudon, est-ce que cette polémique politique autour des LBD a fragilisé les forces de l'ordre, les a mis sur la retenue ? Alors sur la retenue, et puis surtout, on leur a donné des consignes de ne pas trop utiliser le lanceur de balles de défense, en plus de leur donner... Qui n'a pas donné les consignes ? Eh ben, les préfets. C'est le préfet qui est responsable de l'ordre public. Ça, il appartiendra à ceux qui ont prononcé son éviction d'en répondre. Mais en tout cas, c'est sûr, nos collègues sur le terrain ont reçu des instructions pour ne pas trop utiliser le lanceur de balles de défense. Déjà que depuis des semaines, on a entendu des trucs, mais hallucinants. Je rappellerai juste un chiffre, c'est 13 460 tirs de lanceurs de balles de défense pour 0,1% de blessés. Il faut quand même un peu revenir à la réalité. D'autre part, les cartouches qui ont été utilisées, ce sont des mauvaises cartouches très faibles, parce que plus elles sont faibles, moins elles sont précises. Donc c'est encore plus dangereux d'ailleurs de les utiliser. D'ailleurs, vous savez, les unités de maintien d'ordre ne se trompent pas, elles les ont supprimées de leur arsenal notamment. Il n'y a que, en fait, actuellement, les unités type BAC, type DAR, qui les utilisent malheureusement parce qu'on ne leur donne pas ce qu'on appelle la cartouche CTS, qui est nettement plus précise parce qu'elle est plus puissante. La conclusion qu'il faut en tirer, et pardon pour le raccourci, Isabelle Veyrat-Masson, ça veut dire que cette polémique politique venue de la gauche, qui trouvait l'usage de ces armes, de ces LBD totalement dangereuses pour la population, a provoqué ce qui s'est passé samedi ? On peut faire ce raccourci ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'évidemment, comme avec un usage normal tout le monde a été... Enfin, les forces de police se sont retrouvées devant une double... des injonctions contradictoires qui les ont probablement dérangées. Mais enfin, le problème n'est pas venu de là. Non, moi, ce que j'avais envie de revenir sur cette histoire de violence. On a beaucoup dit que la violence avait
avaient été utiles pour obtenir les fameux 10 milliards. Mais là, ce qui est intéressant, et il faut le dire, c'est que ce que provoquait la violence de samedi dernier, c'est des mesures de coercition, c'est-à-dire de répression. Et pas une seule, les manifestants n'ont rien obtenu. Pas une seule mesure de plus de justice, de plus de moyens, aucune de leurs revendications n'a été satisfaite. Et elle ne pouvait pas l'être. Imaginons le gouvernement cédant devant un samedi comme celui-là, c'est mettre la France à feu et à sang la semaine après. Donc je crois que c'est important parce que souvent, on se dit cette violence, elle peut être utile. Elle a été, en l'occurrence samedi, totalement contre-productive pour l'objectif des manifestants. Oui, il faut le dire. Oui, non, mais en plus, il y a un autre calendrier. C'est qu'il y a le calendrier politique du gouvernement qui est le grand débat. C'est le grand débat qui doit fournir, en principe, les outils politiques de sortie de la crise dans laquelle nous nous trouvons. Donc il est tout à fait normal et légitime que le gouvernement n'apporte strictement aucune réponse aux manifestants qui sont actuellement dans la rue, puisque le gouvernement, il est dans son couloir, qui est celui de la réponse, qui sera celle du grand débat. Oui, alors, surtout qu'encore une fois, moi, j'ai pas vu de revendications précises. Hein, et encore une fois, au début, non, mais elles existent quand même. Non, mais non, mais Emmanuel Macron aurait augmenté le SMIC, on se serait dit la violence quand même c'est efficace. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, rien. Justement, samedi, étions-nous face à des gilets jaunes ou à des casseurs? Doit-on encore faire la différence? Frédéric Pechnard, vice-président LR de la région Île-de-France, ancien directeur général de la police nationale, avait un avis très tranché ce matin. Il l'a exprimé chez nos confrères de France Info. Écoutez. Il faut les traiter comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire non pas des manifestants, mais des émeutiers, des délinquants. Ça signifie qu'il faut avoir un dispositif qui soit dynamique et non pas statique. Ça signifie qu'il faut donner des ordres clairs aux policiers et aux gendarmes d'interpellation dès le départ. Une fois que vous avez laissé 4 ou 5 000 personnes se réunir, c'est évidemment beaucoup plus difficile d'intervenir. Floran Vadillo, c'est important de bien nommer les choses, de bien identifier les choses. C'est très important, parce que surtout quand ça a des débouchés pénaux, ça permet d'éviter la prison à certaines personnes qui n'y sont pour rien. Je pense qu'il y a 3 phénomènes qui se conjuguent. Il y a d'abord des casseurs qui viennent profiter de manifestations, et ça, toutes les manifestations en ont eu. On est d'accord, ça toutes c'est à les chaque manifestations. fois. Okay. Et on voit d'ailleurs toujours les mêmes groupes. Et on peut ressortir les événements de ce qui s'était passé à Austerlitz. Toutes les manifestations drainent ce genre de groupes qui ne viennent que pour de la poudre et du sang. Deuxièmement, il y a des gilets jaunes qui se sont radicalisés et qui ont décidé de basculer dans une forme d'action violente. Et on le voit, certains leaders l'ont d'ailleurs théorisé parce qu'ils estiment que c'est le débouché naturel de leur mouvement. Au demeurant, c'est tout à fait conforme avec une tradition politique française de mouvement insurrectionnel et qu'on voit refleurir à intervalles réguliers. Mais 68 en étant le meilleur exemple. Vous avez un mouvement insurrectionnel qui se greffe à une dynamique de revendications socio-économiques. Et alors, troisième catégorie. Et la troisième catégorie, ce sont les gilets jaunes qui restent déterminés, en opposition absolue à la politique gouvernementale actuelle. Les incendies. Bien évidemment, parce que c'est la psychologie des foules qui existe. Il y a un plaisir un peu malsain à voir l'ordre un peu bousculé. Ça existe dans des manifestations ou sur des événements. Donc vous diriez que samedi, en gros, comme Frédéric Pechnard, tout le monde était... C'était tous des casseurs? Non, moi je serais beaucoup plus mesuré que Frédéric Pechnard. Il y avait des casseurs, des émeutiers, oui, et il y avait ensuite des gilets jaunes qui se trouvaient un peu noyés dans la masse. Et je reviens là-dessus parce que c'est donc important dans la dynamique d'appréhension qu'appelait de ses voeux Frédéric Pechnard, d'avoir une dissociation, je le reviens encore une fois là-dessus, sur la collecte de preuves. Si on veut condamner efficacement, parce qu'on n'a pas une justice laxiste en France, si on veut condamner efficacement, il faut recueillir des preuves, et ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a du maintien de l'ordre, mais il n'y a pas de dispositif judiciaire. Stanislas Gaudon. Alors tout d'abord, il faut bien rappeler que je ne fais pas d'amalgame avec les Gilets jaunes, mais il faut quand même rappeler que samedi dernier, nous avons des collègues qui ont interpellé des Black Blocs. Et là, c'était bien identifié, Black Blocs. Ils ont été libérés par qui? Par des Gilets jaunes. Voilà. C'est ça qu'on a vécu samedi. Donc, il y en a certains qui sont ultra radicalisés. Libérés, c'est-à-dire qu'ils s'en sont pris aux forces de sécurité et ils ont extrait les Black Blocs pour qu'ils soient libérés. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors que c'était des compagnies spécialisées de sécurisation et d'intervention. La deuxième chose, vous parliez de fermeté de la justice. Alors moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi, lorsqu'on a été auditionné dans le cadre de la loi anti-casseurs, on nous a sorti le chiffre de la chancellerie. En 20 ans de temps, vous savez combien d'interdictions complémentaires ont été prononcées en 20 ans de temps? 32. Alors là,
Si en 20 ans de temps, on prononce 32 peines d'interdiction complémentaires de manifester, ça veut dire qu'effectivement... Et sur la question des preuves, alors, voilà. que soulève Floran Vadillo? Alors, sur la question des preuves, évidemment, c'est l'extraction vidéo, c'est le témoignage, évidemment, les rapports ou les PV d'interpellation, enfin, rapports, puisque en matière de l'ordre, on perd sa qualification judiciaire. Mais je ne crois pas que les policiers sont assez fous pour mettre à disposition de la justice des individus qui n'auraient rien fait, notamment en matière de maintien de l'ordre. Je crois qu'il faut quand même pas mettre en cause le professionnalisme, parce que ça, c'est ce qui se fait depuis des semaines, à chaque fois de dire que les policiers font n'importe quoi dans le cadre de leur travail. Non, non. Vous l'avez dit vous-même, en maintien de l'ordre, il n'y a pas de qualité d'OPJ. Et donc, il y a ce sujet-là, il faut mettre un dispositif de judiciarisation. Pardon de donner un chiffre. C'est ce qu'on propose le Premier ministre, en l'occurrence. Un chiffre. Un tiers des 70 000 détenus en prison aujourd'hui le sont pour des faits de violence. Un tiers. C'est des statistiques qui sont très au-delà des statistiques européennes. N'allons pas parler de justice laxiste. Il y a un problème de judiciarisation. Mettons les mots là-dessus. Et je ne mets pas en cause les policiers. Je pense qu'il y a un problème de moyens et de volonté politique de judiciarisation. Mais les magistrats ne se lèvent pas le matin en disant qui va-t-on libérer aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe, hein, là, notamment sur les condamnations pour les gilets jaunes. Les gilets jaunes, tous ceux qui étaient des primos, je dirais, délinquants, ont été condamnés en général. Rappel à la loi, prison avec sursis. Ceux qui étaient récidivistes, prison ferme, 1, 2 ou 3 mois. Quand on connaît le taux d'exécution des peines en France, je peux vous dire que c'est sûr qu'ils ne vont pas y aller. En plus, ils demandent l'aménagement de la peine, donc c'est bracelet électronique automatiquement. Donc je ne peux pas entendre que c'est laxiste, parce que d'abord, les individus, on les retrouve assez fréquemment aux mêmes endroits et dans les mêmes circonstances. Donc pour nous, non. Les policiers, je peux vous le dire, ils ont ce sentiment et ils le voient sur le terrain tous les jours. Là, il y a quand même un décalage. D'ailleurs, on faudra se poser la question des 86 000 peines qui ne sont pas exécutées en France. C'est parce qu'en France, on a un rapport à la loi extrêmement laxiste. Je veux dire, ça vient aussi des citoyens. Sentiment d'impunité, vous voulez dire? Non, alors peut-être, je n'en sais rien, que si on a été absolument abominable, qu'on assassinait, qu'on coupait la main des voleurs, peut-être qu'il y en aurait moins, je suis même pas sûre. Mais ce que je veux dire, c'est que les Français ont un rapport, en mai 68, moi j'étais contemporaine de mai 68, un rapport à la loi extrêmement flou, c'est-à-dire que chacun trouve que c'est pas bien de voler, mais que finalement, si on peut passer le métro sans mettre son ticket, c'est pas grave. Et ça, est-ce que ça veut dire que la répression n'est pas assez forte? Probablement pas. On ne peut pas détruire la vie d'un jeune homme, d'une fille qui est là, qui dans un phénomène de foule, est embarqué. Pour ça. Donc c'est ça la question. Elle est dans le qu'est-ce qu'une manifestation? Qu'est-ce qu'un mouvement social? C'est pas véritablement des hors-la-loi. Mais je pense qu'il est très important de bien distinguer aussi les délits, voire dans un certain nombre de cas, des crimes qui ont pu être commis. Ce n'est pas du tout la même chose une fois de jeter un pavé que d'aller incendier une banque ou un kiosque ou de jeter des engins explosifs sur des forces de l'ordre ou sur qui que ce soit. Je pense qu'on est sur des choses qui sont quand même complètement différentes. Quand on a un incendie criminel en bande organisée, c'est quand même 20 ans de réclusion, 20 ans de réclusion criminelle. Hein, dans un cas, encore une fois, s'il n'y a pas de mort, heureusement il n'y en a pas eu, mort de personne. En revanche, effectivement, quand on bloque une imprimerie, là ça pose un véritable problème parce qu'on a une atteinte aussi très directe à un outil de travail, à la liberté de la presse, aux libertés publiques qui sont en cause. Quand on a une manifestation où des gens se bousculent un tout petit peu, on est sur tout à fait autre chose. Et je crois qu'il est très important aussi, vis-à-vis de l'opinion publique, de bien distinguer les différentes catégories et que sur les faits les plus graves, il faut évidemment que les condamnations, j'espère que les gens qui auront commis les incendies seront trouvés, il faut les condamner de manière la plus sévère possible. Il faut les empêcher d'agir. La répression ne sert à rien. Sans entrer dans des théories complotistes, il y a une question qui est posée par certains, c'est celle de la complicité de l'exécutif dans ces violences. A-t-il laissé faire? A-t-il un intérêt à laisser faire? Les questions ne viennent pas de moi, mais de l'opposition de droite. Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, nous dit « Le gouvernement ne peut pas se cacher derrière un je ne savais pas. La semaine dernière, moi-même, j'avais eu un certain nombre de renseignements qui prévoyaient justement que le week-end serait chaud. Il faut dénoncer la responsabilité du président de la République dans cette affaire. La réalité est qu'il a donné un permis de casser aux casseurs. » Et le sénateur dénonce au passage le cas de Notre-Dame-des-Landes. Éric Ciotti, dans le JDD ce week-end, nous dit « On a un peu le sentiment que non seulement il ne se préoccupe pas de cette violence, mais que quelque part, elle les arrange. Depuis plusieurs semaines, Emmanuel Macron a laissé croire que c'était lui ou le chaos. Guillaume Larrivé n'est pas loin de penser la même chose. Il était l'invité de France Inter ce matin. On l'écoute et je vous fais réagir après.
Ça arrive. Guillaume Larrivé. Quand on s'appelle l'arrivée, au mieux arriver. Au plan politique, à l'évidence, Emmanuel Macron, depuis 2 ans, aime mettre en scène une espèce de faux clivage complètement artificiel consistant à dire moi, enfin lui, ou le chaos. Bon, donc peut-être effectivement que tout ça l'arrange. Mais je ne veux pas lui faire ce faux procès. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit opérationnel, qu'on protège les Français. On a un code pénal, on a des lois qui ont été votées par les députés au nom du peuple français, on doit les appliquer. Les interpellations des Black Blocs, les interpellations des casseurs, ça n'est pas un souhait abstrait, ça doit être une réalité concrète. Le temps de la com, le temps de la mise en scène, ça suffit. Arnaud Benedetti, le temps de la com. Non, mais il y a 2 choses, si vous voulez. Les signes avant-coureurs existaient. C'est réel. On savait, et un certain nombre de leaders d'ailleurs des Gilets jaunes, parmi les plus ultras, M. Drouet ou M. Nicole, avaient annoncé que l'acte 18 serait un acte particulièrement, si ce n'est violent, en tout cas particulièrement tumultueux. Donc il y avait aussi, il suffisait de faire un peu de veille sur les réseaux sociaux pour voir qu'un certain nombre de groupes allaient se mêler à la manifestation. Donc là-dessus, l'opposition n'a peut-être pas tout à fait tort lorsqu'elle dit qu'il y a eu certainement un défaut d'estimation du risque. C'est pas ce qu'ils disent d'ailleurs. Ils disent qu'il y a vraisemblablement un pacte implicite entre, disons, le gouvernement et les casseurs. Donc ils le sous-entendent en tout cas fortement et lourdement. Mais la réalité, c'est qu'aussi l'opposition a compris une chose, c'est qu'elle est dans une bataille politique avec M. Macron et la majorité En Marche, parce que tout simplement, M. Macron et sa majorité ont encore une fois, disons, mangé sur les marges ou sur les marches de la droite pour aller vite, avec un discours qui est un discours de fermeté, un discours d'ordre public, qui a encore une fois aidé Emmanuel Macron à se sortir un peu de l'étau. Donc il y a aussi de la part des leaders de l'opposition la volonté de faire la démonstration que finalement le gouvernement et sa majorité ne sont pas au rendez-vous de la maîtrise de l'ordre public. Stanislas Gaudon, c'est une critique que vous entendez de la part de l'opposition. Il est possible, ça vous semble possible qu'un gouvernement laisse faire parce que ça l'arrange politiquement ? Alors, se servir, je dirais, des scènes d'émeute comme d'un outil politique, bon, ça me paraît un peu surprenant. Par contre, ce que je voulais rappeler, c'est que vous avez raison de le dire, c'est que les leaders, ils ont employé quand même des mots très très forts. Je n'appelle pas à la violence, mais pas non plus à la non-violence. Et un jour après, de dire « je suis fier de ce qui s'est passé samedi ». Quand on prononce ces mots-là, je crois qu'on est un peu complice, par contre, des émeutiers. Et sur les réseaux sociaux, les messages sur les réseaux sociaux, est-ce que les forces de l'ordre sont infiltrées dans ces pages Facebook où on sent que ça va monter ? Évidemment, il y a des cellules de veille, notamment du renseignement territorial, qui essayent de suivre notamment les groupes, avec les moyens qu'ils ont à disposition, parce que je rappellerai que pour surveiller des personnes et les réseaux sociaux, il faut du monde, il faut faire de l'analyse. Mais donc, ils l'avaient senti venir ? Et il y avait effectivement des signaux comme quoi il y aurait... à peu près, le chiffre avait été annoncé, quelques centaines de Black Blocs, mais pas 1500, c'est vrai. C'est vrai qu'on a été surpris par le nombre. Alors peut-être agrégé avec d'autres, je dirais, individus. Mais ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, la loi anti-casseurs, tout le monde a décrié l'arrêté d'interdiction de manifester pour justement les individus qui risquent de troubler gravement l'ordre public. Et là, on est en plein dedans, parce que le judiciaire ne peut pas le faire avant. Donc là, dans un arrêté administratif avec les préfets, ça nous donnerait au moins à nous les moyens, notamment lors des contrôles aux abords des manifestations, puisqu'ils seront intégrés dans le fichier, et ben de tout de suite procéder à l'interpellation, puisqu'ils ont bravé l'arrêté d'interdiction prononcé par le préfet. Il faudra quand même se poser la question de la constitutionnalité de la mesure. C'est dans les mains... Le président, voilà. Le président, oui, mais est-ce qu'on la voit soudain moins liberticide, cette loi anti-casseurs, Floran Vadillo ? Moi, toujours autant liberticide. Pour une simple et bonne raison, en fait, les critiques ne portent pas sur la question de faut-il prononcer ou pas des interdictions administratives de manifestation. C'est savoir si le dispositif doit être mis aux mains de la justice ou mis aux mains de la police administrative des préfets. La garantie absolue, dans ces cas-là, de restriction d'une liberté constitutionnelle, en l'occurrence une liberté d'aller et de venir et de manifester, c'est que ce soit le juge judiciaire qui la prononce. Et ce que disait M. Gaudon tout à l'heure en prenant les 32 peines d'interdiction de manifestation, c'est normal. On n'avait pas les mêmes types de manifestations. Il n'y avait pas de politique pénale qui était requise pour prononcer ces interdictions. Je pense que on sait parfaitement utiliser la justice comme moyen préventif sur le terrorisme ou sur la criminalité organisée. On ne veut pas le faire en maintien de l'ordre. On ne veut pas suffisamment donner les éléments de judiciarisation. Et donc aujourd'hui, on se trouve désarmé. Donc non, la loi anti-casseurs, elle est toujours aussi liberticide et elle ne sera pas efficace dans la mesure où
Le Conseil constitutionnel appréciera sa proportionnalité, les préfets également, le Conseil d'État qui sera saisi, et donc ces interdictions ne pourront pas être pérennes. Donc un individu pourra faire l'objet d'une interdiction qui sera levée au bout d'un an, parce que c'est un dispositif administratif, et il faudra recommencer. C'est Sisyphe qui porte en permanence son rocher. Mais cela dit, les individus, indépendamment de la loi, je dirais ces individus particulièrement dangereux qui auront commis effectivement des violences graves, devront avoir été repérés et devront avoir été condamnés. Et à partir du moment où il y aura eu une condamnation judiciaire qui aura été d'un niveau suffisamment élevé, ces individus, de fait, seront de toute manière exclus de manifestation. Donc je pense que, effectivement, la question de la loi, en l'occurrence, n'est peut-être pas la question la plus pertinente. Je voudrais juste revenir sur un élément qui me paraît très important. S'il est aujourd'hui extrêmement difficile et compliqué de repérer, je reviens à ce débat, qui est un gilet jaune et qui ne l'est pas. Je veux dire, c'est pas une appellation. D'abord, ce n'est pas un mouvement. Il y a des individus extrêmement différents, des revendications, des arguments politiques très divers, et derrière il y a des individus très violents, que Black Box ou autres, qui peuvent mettre à un certain moment un gilet jaune et se prétendre gilet jaune. Donc je pense que c'est ça aussi le sujet, c'est que l'identification de l'objet gilet jaune n'existe absolument pas. La seule identification qui vaille, encore une fois, ce sont les actes. Oui, voilà, c'est ça, la seule identification qui vaille, c'est l'infraction ou pas un gilet jaune, ou le crime. Voilà, c'est exactement, et je pense que c'est ça le sujet. Maintenant, les accusations effectivement de l'opposition, effectivement, je crois qu'elles relèvent effectivement d'un complotisme extrêmement malvenu. Nul gouvernement responsable, je dirais, ne peut attiser le feu et se permettre de jouer avec des manifestations. Pourquoi ce soupçon ? Voilà, non, mais je pense effectivement, que c'est effectivement une instrumentalisation politique que je trouve effectivement tout à fait déplorable. Dans l'histoire de l'ordre public, il a pu arriver dans d'autres circonstances qu'un certain nombre de gouvernements, il y a très longtemps, je veux dire, se satisfassent de groupes de ce type pour discréditer une cause. C'est pas quelque chose de fondamentalement, il ne faut pas non plus être totalement naïf, c'est certainement. Mais moi, je voudrais revenir sur la question de la marque gilet jaune, parce que finalement la difficulté, c'est la difficulté que pointe Nicolas Tenzer, c'est qu'en effet, aujourd'hui, qui est un gilet jaune et qui ne l'est pas dans une manifestation de ce type. Le problème, c'est que la marque gilet jaune, le problème de la marque gilet jaune, elle peut être portée par n'importe qui, en l'occurrence. Et c'est la difficulté, parce que ce mouvement, il est né de son inorganisation. Et la force de ce mouvement, ça a été son inorganisation. Et donc, en effet, vous avez des groupes qui ont pu se greffer, d'extrême droite, d'extrême gauche, anarchistes, sur cette revendication, et puis des gilets jaunes qui, finalement, trouvent que ces groupes sont très utiles aussi dans l'avancée de leur mobilisation et de leur démarche. Et quand ils sont arrêtés, tout de même, on les reconnaît. Il y a vraiment un profil sociologique très différent entre le Black Bloc et puis le gilet jaune. C'est vrai qu'ils passent de l'un à l'autre, mais une fois qu'ils sont arrêtés, et ils sont rares, enfin les Black Blocs sont assez rarement arrêtés, c'est ça qui est très frappant dans ce cas. Parce qu'ils savent, Stanislas Gaudon doit le savoir. Exactement. Parce qu'ils sont beaucoup plus aguerris sur le terrain. Oui, ils savent passer entre les vagues à reconnaître. D'abord parce que ce sont des professionnels. Vous avez vu, il y en a certains qui viennent même notamment d'Allemagne, de Belgique, et ils savent très bien se fondre notamment dans la masse. En plus, on a cette difficulté, c'est que vous ne pouvez pas faire un périmètre totalement hermétique. Ça, c'est ce qu'on a fait au 1er décembre, et on a bien vu, ça n'a pas fonctionné. D'autre part, il faut savoir qu'il y a aussi cette difficulté de l'histoire du visage dissimulé. C'est pour ça que nous, on attend aussi de la loi anti-casseurs qu'elle soit mise en application. Parce que comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on vienne avec des masques, avec des masques de ski, avec des cagoules, qui sont notamment des matériels aussi de protection, parce que du coup, ça rend inefficace les gaz lacrymogènes. Il faut le savoir. Certains ont des plastrons de protection qui rendent d'ailleurs inefficaces les lanceurs de balles de défense. Donc toute cette difficulté. Et puis, ils commettent des exactions et puis ils se sauvent très rapidement, laissant en fait ceux qui se sont laissés entraîner en fait par le mouvement de foule notamment. Mais voilà, mais comment se fait-il qu'il n'y a pas, je dirais à propos de ces Black Blocs, qu'il n'y ait pas effectivement une investigation? Est-ce que c'est un problème de renseignement territorial, de coordination? Vous avez évoqué effectivement des Black Blocs étrangers. Est-ce que ça suppose qu'effectivement qu'il y a une coordination aujourd'hui qui est insuffisante? Parce qu'elle existe cette coordination de les polices européennes, heureusement. Elle a été améliorée, c'est très important. Mais ça, c'est quand même un vrai sujet. Je dirais qu'on a quand même un certain nombre, là vous avez dit 1300 individus qui relèvent de cette catégorie, ça quand même paraît extrêmement effectivement troublant qu'on n'ait pas pu les identifier et les appréhender, parce que ce sont des individus qui sont connus et qui ont déjà commis des délits. On va aborder un volet plus politique. Cet acte 18 n'est évidemment pas sans conséquence sur l'exécutif, d'autant plus qu'il se télescope, j'en ai un peu parlé en introduction, avec ces deux photos, il faut le dire, ravageuses, Christophe Castaner en boîte de nuit le soir de l'acte 17 et Emmanuel Macron au ski à la Mongie. Jérôme Fourquet de l'IFOP, interrogé par l'AFP, nous dit « Le grand débat a fait baisser la température, il a aussi permis à Emmanuel Macron de gagner du temps et de reprendre la main. Tout cela n'est pas perdu, mais la parenthèse grand débat
se referme. Isabelle Veyrat-Masson, est-ce que vous avez le sentiment qu'à l'issue de ce week-end, Emmanuel Macron, en 48 heures, a perdu tout le capital qu'il avait potentiellement engrangé lors de ce grand débat, et on l'a vu quand même dans les sondages d'opinion? Oh non, je ne crois pas que les phénomènes sociaux comme ça, il y a très peu de renversement d'opinion aussi radical. Enfin, au prochain sondage, il ne faut pas s'attendre à une chute de 5 points d'après vous? Non, je ne crois pas. Et en tout cas, s'il y a une chute de 5 points, ce ne sera pas à cause de cette journée-là. Non, je trouve que cette image est tellement insensée, l'image du président de la République au ski, alors qu'effectivement tout le monde savait que le 16 mars pouvait être... on peut se demander sa signification. Elle a une double signification, d'une certaine manière. Si on veut absolument qu'il y ait une signification, peut-être tout simplement on lui a dit que la neige était excellente et que bientôt elle allait fondre, j'en sais rien. Mais si on cherche une signification, et on est là pour ça, elle peut signifier soit il n'a pas mesuré l'importance du mouvement, et effectivement, mauvais renseignements, ou trop grande confiance dans son ministre et dans son préfet, ou alors il a voulu signifier qu'il était serein. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, l'appareil d'État fonctionne, il a confiance dans ses professionnels, et lui, il peut, du haut de ses montagnes, voir ça, et surtout, il peut revenir très vite, il n'est pas non plus en Australie. Donc il y a une double signification. Probablement, la signification que l'on va tous en retirer, c'est un sentiment de foutage de gueule. Enfin, je veux dire, vraiment. Oui, mais c'est-à-dire que le sentiment qu'il n'est pas là où il aurait dû être. Mais ça aussi, évidemment. Et le symbole du ski, c'est aussi un problème. C'est aussi évidemment. Un problème. Pourquoi est-ce qu'effectivement, dès qu'il y a quelque chose, là, effectivement, ce sont des événements particulièrement graves, pourquoi est-ce que ça doit se retourner vers le président, toujours vers le président? Normalement, parce qu'il est au ski. Et voilà, non, mais sinon, on n'aurait pas regardé. Je veux dire, mais normalement, il y a un Premier ministre, il y a un gouvernement qui font le travail. Le président, il est au-dessus, en principe. Mais parce qu'on est sous la 5e République et que tout remonte au président de la République. C'est parce que les événements sont plus graves. C'est un sujet. Maintenant, effectivement, vu son emploi du temps, et effectivement, il s'est dit là, j'ai 2 jours, j'ai un pli battement. Non, mais pardonnez-moi, le ski, c'est quand même un symbole très fort aussi de richesse. Ce sont les gens qui ont vraiment les moyens qui peuvent aller au ski. C'est assez dévastateur, un jour de manif. Le symbole était effectivement malencontreux, c'est évident. Mais encore une fois, je pense que derrière, il y a un vrai sujet de remonter. Dès qu'il y a un événement, on dit il faut absolument que le président soit là. Évidemment. Pourquoi? Et je pense que plus d'un mois. Voilà. Mais je pense que c'est ça. Mais voilà. Mais ça, c'est le sujet. Mais ça, je pense que c'est le sujet. Donc pourquoi? Parce qu'il y a la 5e République. Oui. Enfin, il y a parce qu'il y a et c'est aussi Emmanuel Macron qui a décidé d'incarner la 5e République dans une orthodoxie gaulienne un peu travestie d'ailleurs. Jamais de Gaulle n'a été aussi. Évidemment. Le président de la République, au moins 2 fois par semaine, pendant 4 à 5 heures, parfois 7 heures, sur des marathons, s'expose, montre qu'il est à la manœuvre, minore le poids de ses ministres, de son Premier ministre. Donc il efface autour de lui toute une catégorie sociopolitique, il efface sa majorité parlementaire, et après on s'étonne de ce que, quand il va au ski, ça lui soit imputé. Évidemment, on ne peut pas dire je suis à la barre en permanence, rentrer le samedi soir et de dire je vais prendre des mesures, et dire qu'il ne peut pas prendre de repos. Arnaud Benedetti. Alors ce n'est pas Baden-Baden non plus. Non, mais toute chose. Malgré tout. Mais toute chose égale. Arnaud Benedetti. Mais toute chose étant égale par ailleurs, vous savez que Marc Bloch disait que dans les temps de turbulence, il n'y a de place que pour les postes de combat. Manifestement, je pense aussi que Emmanuel Macron n'a pas compris d'une certaine façon que la situation dans laquelle il se retrouvait aujourd'hui politiquement, dont il est l'héritier, dont il est le réceptacle, est certainement beaucoup plus grave qu'il ne peut l'imaginer. C'est que moi je pense fondamentalement qu'il traverse une crise qui est une crise non seulement sociale, mais qui est une crise institutionnelle et une crise politique dont les Gilets jaunes sont un des syndromes parmi d'autres. Et finalement, ces images qui sont quand même des images ravageuses sur le plan de la personnification du pouvoir, elles ont été utilisées immédiatement par l'opposition, d'ailleurs de droite et de gauche, dès que l'annonce, disons, des vacances de M. Macron à la neige a été postée sur Twitter. Et ce qui est encore plus étonnant pour quelqu'un qui est quand même, qui a fait de la maîtrise de la communication l'une des matrices de sa relation à l'opinion, qu'il se soit laissé piégé de la sorte est extrêmement surprenant. Soit ça traduit une déconnexion, et c'est ce que n'a pas manqué de dire une partie de l'opposition, soit ça traduit un excès de confiance où il penserait que finalement il est en train d'enjamber cette crise des Gilets jaunes, ce qui à mon avis serait une erreur. Et que cette crise était terminée. Alors une fois encore, le Sénat est monté en première ligne pour avoir des explications sur ce samedi noir. Double convocation demain, ici même au Palais du Luxembourg, celle de Christophe Castaner et celle de Bruno Le Maire, le ministre de l'Intérieur sur les questions de sécurité, le ministre de l'Économie sur les conséquences pour les commerçants. Je précise d'ailleurs que vous pourrez suivre ces auditions en direct sur Public Sénat demain dès 16h30. Avant d'en voir les enjeux avec vous, je voudrais qu'on fasse le point avec Quentin Calmet.
De l'aveu même des sénateurs, cette audition s'annonce très musclée. Ils seront jusqu'à 100 parlementaires, issus de la commission des lois et de la commission des affaires économiques du Sénat, à faire face à Christophe Castaner et à Bruno Le Maire. Après les violences de samedi, les présidents de ces commissions ont décidé dimanche d'interroger le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Économie sur les moyens mis en place pour faire face à ces troubles et sur les conséquences de ces nouvelles dégradations sur la situation du commerce et de l'attractivité économique de notre pays. Nous allons poser au Sénat les questions que les Français se posent. Les images que nous avons vues des scènes à Paris samedi après-midi ont profondément choqué nos concitoyens. Et donc nous avons beaucoup de questions sur la manière dont les forces ont été dirigées, les consignes qui leur ont été données, et puis d'autres questions pour que ce type d'événement n'arrive plus. De nouvelles auditions, plus de 3 mois après une première convocation de Christophe Castaner et de son secrétaire d'État Laurent Nunez. Ils étaient alors venus s'expliquer sur les violences lors de l'acte 3 des Gilets jaunes. Ils nous disaient déjà on va prendre des mesures fortes, on va prendre des décisions. La preuve en est, c'est que zéro efficacité. Il y a manifestement une carence de gestion du maintien de l'ordre public avec cet accroissement des violences de gens blessés comme on n'en a jamais eu dans notre pays et une impuissance à arrêter un nombre finalement limité de casseurs. Des sénateurs de gauche qui entendent également dénoncer les choix économiques du gouvernement lors de cette audition qui s'annonce particulièrement tendue. Stanislas Gaudon, comment vous les voyez ces auditions? Est-ce que vous en attendez quelque chose de la part du ministre de l'Intérieur ou pas? D'abord qu'il y ait un éclaircissement, qu'il y ait aussi certaines informations qui soient évidemment portées à la connaissance des sénateurs. Nous, on n'a pas d'ambiguïté par rapport à ça. Après, quand on fait toute la lumière sur des événements dramatiques, il faut en tirer les leçons. Et vous savez, c'est un peu comme chez nous dans la police. On ne fait pas de retour d'expérience, notamment avec toutes les unités qui ont été mises, je dirais, qui ont été au front. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour d'expérience avec les CRS, les gendarmes, les pompiers, avec les unités de coordination notamment. Et ça, c'est vrai que c'est dommageable parce que du coup, on ne tire pas les leçons directement du terrain. Et ça c'est vrai que si on est obligé de passer par les commissions d'enquête ou des auditions au Sénat, simples au Sénat, c'est un peu regrettable. Nicolas Tenzer, comment vous les voyez ces auditions? Je pense qu'elles sont d'abord totalement nécessaires, elles sont normales dans une démocratie. Je veux dire, il y a eu des événements graves et c'est normal effectivement que les principaux ministres concernés soient auditionnés. Maintenant, ils vont apporter un certain nombre de renseignements. Il faut savoir qu'ils ne pourront peut-être pas tout dire nécessairement puisque ce sont des auditions publiques, c'est aussi la limite malgré tout de l'exercice, parce qu'il faut faire la transparence, mais il y a peut-être des éléments effectivement qui doivent rester secrets pour des raisons évidentes, je dirais de sécurité, de protection du personnel et de, encore une fois, de maintien de l'ordre et des dispositifs futurs. On ne va pas révéler à l'avance un plan de bataille à un ennemi, je veux dire, ça ne se fait pas, mais je pense qu'elles sont encore une fois légitimes. De là à en attendre effectivement des changements majeurs, je ne le crois pas. Floran Vadillo. À la fois très positif et très négatif. Très positif parce que le fait que le Parlement soit dans sa fonction de contrôle, le fait que l'exécutif soit obligé de porter un regard sur son action et sur les moyens qu'il met en œuvre, ça me paraît plutôt sain dans un exercice démocratique. Plutôt négatif parce que le Sénat est toujours en réaction aux événements. Ça n'est pas nouveau, cette question du maintien de l'ordre. On n'a pas vu les sénateurs faire des avis budgétaires séparés sur la question du maintien de l'ordre, sur la question de l'équipement des forces de l'ordre. Donc le problème, c'est qu'on n'arrive pas à séparer ce qui est l'évaluation d'une politique publique, rôle constitutionnel du Sénat, d'une tactique politique. Et de ce point de vue, ça minore quelque peu l'effet et la probité de la démarche. Moi, je rêverais d'avoir quelque chose d'institutionnalisé où différentes politiques publiques, par un programme de contrôle, sont examinées patiemment, décortiquées par le Sénat. Et pourquoi s'arrêter au seul ministre? Pourquoi ne pas aller sur la Direction générale du Trésor? D'autres auditions sont prévues. Oui, mais le problème, c'est qu'on égrène ces auditions-là pour, en quelque sorte, rythmer l'actualité. Le Parlement qui met en scène son activité de contrôle, c'est un Parlement qui est faible et qui avoue sa faiblesse. Donc je préférerais un programme de contrôle plutôt que ces petits éléments tactiques. Et programme, Floran Vadillo, un programme d'évaluation régulier. Et je pense que c'est la fonction, effectivement, du Sénat, comme de l'Assemblée nationale, bien sûr, d'évaluer, d'entrer dans les détails, y compris de voir les dysfonctionnements qu'éventuellement vous avez mentionnés, comme le fait qu'il n'y ait pas eu de retour d'expérience, et donc de proposer des meilleures pratiques administratives. Je pense que c'est dans l'amélioration de l'administration que le rôle des assemblées est absolument fondamental. Isabelle Veyrat-Masson. Oui, d'abord, il y a eu déjà un premier jugement, tout de même avant l'audition du Sénat, puisqu'on a licencié le préfet de police, donc on sait d'abord qui est coupable avant même de l'avoir auditionné. Il est coupable selon le gouvernement, parce que d'autres diraient qu'il paye pour les autres. En tous les cas, on n'a pas demandé au Sénat son avis sur savoir les responsabilités. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, je pense que les médias
en ce qui concerne la réactivité, devra avoir d'abord, avant même qu'il y ait la démarche du Parlement, avoir cette possibilité, et les médias le font, la possibilité d'interroger de manière très précise, et on le fait, enfin vous le faites, en rencontrant les syndicats de police, les différents acteurs, etc. Et en revanche, je pense effectivement que pour qu'il n'y ait pas de soupçon à l'égard du Sénat, que la démarche ne soit pas trop politique, il faudrait que ce soit plus institué, et que ce soit, alors je reprends tout à fait les mots que vous avez dit, c'est-à-dire de manière plus régulière, plus normale et moins, encore une fois, chargée de... En lien à l'actualité, vous voulez dire. Moins réactive, moins en lien à l'actualité, donc moins politique, puisque on le sait bien, le Sénat n'est pas représentatif de la majorité politique. Stanislas Gaudon. Alors c'est intéressant parce que vous parliez tout à l'heure des avis budgétaires. Et il se trouve que moi je participe à toutes les auditions assemblées au Sénat. Et je lis attentivement les avis notamment des rapporteurs et des rapporteurs spéciaux. Et je constate qu'il y a des rapports très sévères sur notamment les moyens mis à disposition de la police. Et d'ailleurs il y a un rapport très intéressant de la Cour des comptes sur l'équipement des forces de sécurité, où on voit bien qu'il y a eu une évolution, mais qui est liée à la circonstance du terrorisme et qui après s'est un peu arrêté. D'ailleurs, en 2019, il faut savoir qu'on a supprimé 62 millions d'euros sur l'investissement, notamment dans la police nationale. Donc il faut avoir cette continuité aussi dans les avis budgétaires. Je voulais juste rebondir sur cet effet, parce que c'est important. Vous savez, la police nationale, il y a eu un effort sur du catégoriel. Maintenant, ce qui manque pour les conditions de vie au travail et pour faire son travail correctement, c'est effectivement des moyens qui soient en adéquation avec les effectifs que l'on a recruter notamment. Arnaud Benedetti. Non, mais le problème, c'est que la France est une démocratie libérale où la culture des contre-pouvoirs est faible. Donc ça, c'est une réalité avec laquelle il faut compter. Mais aujourd'hui, force est de constater que, si vous voulez, dans la géographie politique qui est la nôtre en ce moment, le Sénat est vraisemblablement le contre-pouvoir institutionnel le plus fort à la majorité actuelle. Et il a pris de vitesse sur l'affaire. On l'a vu sur l'affaire Benalla. Alors je vous rejoins complètement. Il est dans une attitude extrêmement réactive par rapport à une actualité qui est une actualité prégnante, et que tout l'intérêt pour lui aujourd'hui est d'essayer justement de s'installer dans la durée et d'avoir un programme, disons, de contrôle qui soit au-delà de la seule actualité. Nicolas Tenzer. Je pense que sur la question effectivement de la police, je pense qu'il est très important d'avoir une clarté totale, je dirais, sur non seulement, je dirais, ce qui existe aujourd'hui, les défauts de moyens, les problèmes d'organisation, les défauts aussi de gestion des hommes et des matériels, mais il faut aussi avoir faire un travail d'anticipation qui est très important. On l'a vu, les manifestations changent, les conditions de maintien de l'ordre changent, la délinquance aussi évolue, que ce soit d'ailleurs la délinquance, je dirais, de rue ou la délinquance en col blanc également. Les menaces étrangères, l'infiltration, y compris dans des manifestations ou dans des mouvements sur Internet d'appel à la violence, sont quelque chose de totalement nouveau. Et je pense qu'il est très important d'avoir cette vision prospective à 5 ans et à 7 ans, pour adapter aussi les moyens, je dirais, en conséquence, et les anticiper. Et je crois que tout ce travail d'étude très approfondi qui doit se faire avec les parlementaires, avec les administrations, avec les experts, avec les universitaires, est absolument déterminant dans une démocratie. Floran Vadillo, pour conclure. On verra si le Sénat est vraiment constant dans son effort. À partir du mois de mai jusqu'en juillet, vous avez des étapes budgétaires qui sont très importantes, qui sont toujours minorées d'un point de vue politique ou médiatique, c'est-à-dire de voir quels sont les crédits qui vont être déplacés ou pas. On verra si le Sénat saisira cette occasion pour en faire un véritable élément d'investigation sur certaines politiques publiques. Donc j'ai hâte d'être en mois de juin. Et je crois que le message est passé. Merci infiniment à tous les 5 d'avoir participé à cette émission spéciale. Quelques infos sur la programmation de demain. Pas d'OVPL, mais une édition spéciale sur les auditions dont on vient de parler, celle de Christophe Castaner et de Bruno Le Maire. Ce sera à suivre à partir de 16h30 sur Public Sénat avec Delphine Gérard et tous ses invités. Dans un instant, audition publique. L'invité ce soir, Fabien Roussel, secrétaire national du PCF. Et puis demain, dans Territoire d'Info, l'invité sera Brice Hortefeux, député européen et vice-président du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Très bonne soirée. Restez au cœur du débat.